Votre rendez-vous consacré aux entreprises dans le Nord et le Pas-de-Calais. Bienvenue dans Hauts-de-France Business. Ravi de vous retrouver. Saviez-vous qu'il existe une alternative aux pompes funèbres classiques? Il s'agit des coopératives funéraires. Il en existe une dans la métropole lilloise à Marcq-en-Barœul. Quel est son rôle précisément? Quel modèle économique? Séverine Mazurel est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Élodie, chef d'édition du Journal des entreprises, nous accompagne également. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Séverine Mazurel. Bonsoir. On viendra avec vous, Élodie, sur l'une des actualités du JDE en fin de magazine. Et bientôt 2 ans d'activité donc pour votre coopérative. Alors si on doit résumer, allez, en 20 secondes, c'est quoi la différence en fait entre une coopérative et des pompes funèbres classiques ? Donc, en plus d'être des pompes funèbres classiques, c'est-à-dire qu'on organise les funérailles du décès jusqu'à la crémation, l'inhumation, en passant par toutes les étapes des funérailles, logistique, administrative, d'accompagnement et d'organisation des cérémonies. En fait, ce qui est très différenciant, c'est notre modèle économique et notre mode de gouvernance, mais aussi le fait que nous portons les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Les coopératives appartiennent à un collectif. N'importe qui peut devenir associé de la coopérative, prendre part aux décisions. Une personne, une voix, un vote. Et dans le modèle économique, nous sommes à lucrativité limitée et 100% des bénéfices sont réinvestis au profit du développement de la coopérative et au profit des familles. Vous avez été accompagné pour la création financièrement comme en termes de conseils? Tout à fait. Donc nous avons été accompagnés notamment par France Active, alors aussi bien financièrement que opérationnellement, grâce à des ateliers, aussi bien sur la communication, sur la gestion, avec des formations. Nous avons été accompagnés financièrement par la Caisse d'épargne et par l'URSCOP, l'Union régionale des coopératives. Alors depuis 2 ans, donc je le disais, ça fera 2 ans d'ouverture en janvier prochain. Est-ce que vous avez davantage d'adhérents justement? Comment ça se passe, le développement? Alors au niveau des associés, oui, on a commencé avec 38 associés. À ce jour, nous sommes 55. Donc petit à petit, je dirais des personnes parfaitement inconnues viennent à nous pour prendre des parts et devenir associés. Et ce qui est d'autant plus vertueux, je trouve, c'est que ces personnes n'attendent rien. Parce qu'en fait, quand on prend une part à 40 €, si on quitte la coopérative, même dans 5 ans, la part sera toujours à 40 € maximum. Il n'y a pas d'enrichissement à attendre sur les parts. Vous parliez tout à l'heure de réinvestir les bénéfices faits dans le développement de l'entreprise. 2 ans après, c'est une activité qui est déjà rentable? Non, pas du tout. Alors, pas du tout, mais c'était prévu. On s'était donné d'être rentable au bout de la 3e année. Ce sera peut-être la 4e, mais doucement, mais sûrement. Et ça n'est pas étonnant et ça n'est pas choquant. Et vous créez de l'emploi? Alors, pour l'instant, nous sommes depuis le démarrage 2 personnes. Et à côté de ça, en fait, on fait appel souvent à une officiante laïque qui, je dirais, fait partie presque de la coopérative, mais elle est indépendante. Et on fait appel à des prestataires en qui on a totalement confiance pour certaines parties du parcours des funérailles. De l'emploi indirect surtout pour l'instant. Oui, oui, oui. Quand vous parlez de réinvestissement, justement, quels investissements vous avez fait depuis le début, avec l'argent et les bénéfices? Alors pour l'instant, on n'est pas rentable, donc pas de bénéfices. Bah oui, c'est logique. Voilà. J'oublie ma question. Excusez-moi. On a acheté un corbillard parce qu'on avait à cœur de pouvoir accompagner dès le transport du corps avant mise en bière jusqu'au convoi. Donc pour nous, ça c'était déjà important. Donc c'est le plus gros investissement qu'on ait fait. Comme vous avez créé récemment, est-ce que vous avez pu lancer des choses qui dans le secteur sont demandées aujourd'hui, des choses qui sont en mutation et que vous avez identifiées, que ne feraient pas encore des entreprises plus classiques parce qu'elles n'ont pas pu intégrer ces changements facilement? Alors, dès le démarrage, j'ai communiqué sur le cercueil en carton. Parce qu'en fait, je suis allée voir les crématoriums de la métropole avec lesquels on travaille le plus. Et j'ai dit, voilà, est-ce que vous acceptez le cercueil en carton? Parce que je l'avais vu à Nantes, là où je m'étais formée, à la coopérative funéraire de Nantes. Et je me dis, c'est une alternative. Et puis, il y a une demande. Donc, comme c'était OK pour les crématoriums, voilà. Donc, on a proposé le cercueil en carton. De ce fait-là, on a des petits confrères qui aussi s'y sont mis plus facilement. Et ensuite, alors il y a toute la partie pompe funèbre sur laquelle on essaie de faire bouger les choses, surtout l'aspect écologique, respect de l'environnement. C'est-à-dire qu'on explique aux familles que les funérailles sont polluantes à toutes les étapes. Et on essaie de proposer des alternatives. Le carton en fait partie du coup? Alors le carton, à ce jour, on ne peut pas dire, comparativement à un cercueil en pin, s'il est moins polluant ou pas.
On n'a pas d'analyse, d'expertise à ce jour fiable, mais c'est en cours, c'est en train d'être réfléchi et ça devrait se faire. Alors, quel levier vous actionnez du côté de l'écologie ? Alors, du côté de l'écologie, on va déjà expliquer aux familles la différence entre une toilette et un soin de conservation. D'accord ? Entre une pleine terre ou un caveau. C'est-à-dire qu'on peut être inhumé en pleine terre. Pas besoin du caveau en béton qui va rester dans le temps. On va aussi parler au niveau des cendres. Il est tout à fait possible de faire une dispersion de cendres en pleine nature. Pas besoin, pareil, d'avoir un columbarium ou d'avoir une caverne, d'avoir un monument pour... Ça coûte, ça pollue ? Ça coûte, ça pollue. Alors ça pollue, pourquoi ? Parce qu'automatiquement, dessus, les familles vont vouloir souvent mettre une pierre tombale. Voilà. Mais on a besoin aussi de se recueillir. Oui, c'est vrai que c'est... On peut peut-être faire différemment en faisant une tombe paysagère, avec des fleurs, avec du bois, avec des choses plus naturelles, de la pierre. Ah, vous le proposez, vous ? Oui, on le propose. D'accord. Et autant, si possible, faire travailler des personnes en France et si possible localement. Donc ensuite, on va expliquer, par exemple, que le capiton n'est pas obligatoire. C'est l'entourage qu'on met dans le cercueil, il n'est pas obligatoire. Et ça, dans le cas d'une inhumation, ça reste de la matière qui peut être polluante. Donc voilà, toutes les étapes, on peut essayer de trouver des alternatives. Est-ce qu'il y a des choses que les particuliers vous demandent, mais aujourd'hui, la législation, la réglementation ne le permet pas ? Oui, bien sûr. On avait fait d'ailleurs une conférence sur ces sujets-là, tels que des nouvelles pratiques comme l'humusation, la promession, l'aquamation, dont on entend parler. Il y a des personnes qui sont en attente et qui se disent mais pourquoi on ne peut pas ? Non, la législation française l'interdit. En France, c'est inhumation, crémation, avec obligation du cercueil. Et là aussi, il y a des personnes qui ne comprennent pas parce qu'elles se disent mais non, moi je veux être enterrée dans un linceul en pleine terre sans cercueil. Vous en avez beaucoup des demandes comme celle-ci, ouais. Beaucoup, c'est pas la majorité, mais on en a. Ça existe. Comme pour la crémation. Pourquoi un cercueil alors que je pars en crémation ? Donc ça, oui, on a des demandes de ce type-là. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue jusqu'à nous. Séverine Mazurel, le marché des funéraires qui se développe, qui continue de se développer avec ces coopératives. Vous disiez aussi que ça se développe aussi ailleurs en France et dans la région aussi. Il y a de la concurrence qui arrive ou... Ah non, pour l'instant, non. Mais nous, on a dans l'optique de se déployer un jour ou l'autre. Hein. Là, pour l'instant, on est sur Marc-en-Barœul. Pourquoi pas ouvrir à terme une autre agence ailleurs ? On répond à toute la région, hein, mais... Merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous pour l'actualité du JDE. Élodie, cette semaine, on parle de la dentelle de Calais-Caudry. Oui, avec une mauvaise nouvelle. Le dentelier de Seille-Calais a été placé en redressement judiciaire il y a quelques jours. Donc c'est un dentelier qui travaille pour le secteur de la lingerie et qui subit depuis quelques années la concurrence des pays où la main-d'œuvre est moins chère et aussi les difficultés du textile moyen de gamme. Donc sur la seule année écoulée, ses ventes se sont effondrées de 60%. C'est un coup dur, évidemment, pour la dentelle de Calais, connue bien au-delà de nos frontières. Oui, tout à fait, parce que De Seille est l'un des tout derniers fabricants en activité à Calais. C'est pas la première fois que l'entreprise a des difficultés. Elle a d'ailleurs été reprise en 2019 par un entrepreneur nordiste, Pascal Cochet, qui voulait sauver l'activité de fabrication de dentelles dans le Calaisis. Mais c'est compliqué et c'est pour ça aussi que la marque Dentelle de Calais est devenue en 2015 Dentelle de Calais-Caudry, parce que désormais la fabrication de dentelles est plus importante à Caudry dans le nord que sur le littoral à Calais. Merci beaucoup Élodie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très belle fin de semaine et belle soirée.